Bonjour, bienvenue sur république-it.fr. Nous recevons aujourd'hui Pascale Monrocher. Pascale, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Donc vous êtes directrice exécutive système d'information d'un opérateur qui s'appelle SFR. Alors, le groupe Altis qui possède SFR et SFR ont quelques petits soucis financiers, mais ça n'est pas notre sujet aujourd'hui. Nous sommes là pour parler d'IT. Et donc d'abord pour commencer, SFR c'est quoi? Donc c'est un opérateur. Alors SFR c'est le deuxième opérateur français, ça représente plus de 26 millions de clients répartis entre des offres grand public, SFR mais aussi Red by SFR. Donc il n'y a pas une entreprise à part, hein. Non. C'est juste une offre. Exactement, c'est une offre. On a une offre aussi spécifique pour les pros depuis quelques mois. Il y a la partie B2B bien sûr importante, SFR Business. Et puis le business lié aux opérateurs. Voilà. D'accord. Donc, et par contre, tout ce qui va être pose de la fibre, etc., ça par contre, ça c'est une filiale. Exactement, qui est XP Fibre. D'accord. Voilà, et donc ces 26 millions de clients représentent un peu plus de 10 milliards de chiffre d'affaires, 3,4 milliards d'EBITDA, et qui nous permet, puisque un des éléments extrêmement structurants des opérateurs, bien évidemment, c'est le niveau d'investissement qu'on doit faire chaque année, et SFR fait peu ou prou 3 milliards d'investissements chaque année. Alors, donc le cœur de métier d'un opérateur, par définition, c'est l'IT. Bon, du coup, comment on organise une DSI au sein d'un opérateur? Est-ce que finalement vous êtes lié aussi à la production télécom, ou est-ce que vous gérez juste l'IT de gestion en fait? Alors, déjà, on est organisé, j'allais dire, parce qu'un opérateur télécom, c'est aussi, c'est un industriel. Je veux dire, quand on regarde le volume, la partie temps réel aussi, qui est extrêmement structurante sur ce qu'on fait. Donc, l'organisation de la DSI, déjà, elle est organisée, j'allais dire, comme toutes les DSI, en fonction des métiers. Donc, j'ai 5 DSI dans ma DSI, un DSI grand public, un DSI B2B, un DSI réseau. Et je vais y venir après, parce que là, effectivement, il y a des frontières et des choses, mais c'est assez clair chez SFR. Un DSI OSS sur tout ce qui est opération. Donc voilà. L'interne? Non, l'opération, c'est vraiment le commissionnement. La partie OSS, il y a BSS OSS chez les opérateurs. La partie OSS, c'est la partie back-office. Donc c'est tout le système d'opération, le système d'information qui va permettre de commissionner les lignes, de faire en sorte qu'une fois qu'on a vendu un portable ou qu'on a vendu une prise fibre, que tout ça irrigue correctement l'ensemble du système pour qu'après le client puisse avoir son service. Voilà. Et après, en transverse, j'ai une direction data, IA et tout ce qui est transformation du système d'information. Et puis un CIO Office et bien sûr deux directions extrêmement importantes. Une en charge de la partie, j'allais dire, tout ce qui est opération, production, donc la back-office de la DSI. Et puis on a regroupé dans une et même direction tout ce qui concerne l'utilisateur SFR. Donc à la fois les systèmes d'information des fonctions support, donc toute la partie RH et finance, puisque ça concerne tout le monde a un bulletin de paye, tout le monde va sur l'intranet, etc. Tout le monde est amené potentiellement à passer une commande. Mais j'ai mis aussi dans cette direction tout ce qui relève du poste de travail de son environnement, puisque ça concerne tout le monde. Donc j'ai une direction, une DSI dédiée exactement à l'utilisateur SFR. D'accord. Donc là, ça, je dirais presque que ça, c'est la DSI, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, normale. Exactement, tout à fait classique. Voilà. Alors, du point de vue IT, parce que vous avez donc un certain nombre d'activités, on l'a dit, comment ça fonctionne, votre système d'information? C'est très structuré ou au contraire très unitaire? Alors, c'est déjà le système d'information de SFR, c'est le fruit de l'histoire et c'est aussi ce qui a fait le succès de SFR, mais il est assez morcelé dans le sens où il y a eu beaucoup d'acquisitions avec des sociétés, que ce soit CGTEL, Complétel, qui avaient leur propre système d'information. Et vous le savez, quand on fonctionne par acquisition, on ne repart pas Greenfield pour tout refaire. Donc il y a un certain nombre de blocs avec des passerelles, etc. Mais aujourd'hui, je trouve que le système d'information SFR est quand même assez bien structuré. On raisonne processus et donc on raisonne vertical, bout en bout, pour fournir le meilleur service à l'utilisateur et donc au client SFR. Et donc comment aujourd'hui ça fonctionne? C'est-à-dire que c'est
parce que c'est un métier quand même très spécifique, donc on ne peut pas avoir un SaaS sur étagère pour gérer votre activité. Donc, vous avez quoi, des vieux systèmes mainframe qui sont encore là? Alors non, on n'a pas de vieux systèmes mainframe qui sont encore là. On a quand même des legacy, effectivement, des systèmes qui fonctionnent très bien, qui prennent de l'âge et qu'on doit gérer comme chacun doit gérer sa dette technique. Si je veux faire une comparaison avec mes expériences précédentes en tant que DSI, et je crois que c'est le cas aussi, par exemple, d'Orange, côté opérateur telco, finalement, la partie développement, c'est le cœur de métier de la DSI. Ce qui n'est pas forcément le cas chez d'autres industriels, puisqu'effectivement, on doit se rapprocher le plus possible de ce qu'on doit servir et de ce qu'on doit faire pour le client final. Et au final, d'ailleurs, comme vous êtes vous-même fournisseur de cloud, quelque part, je présume que vous vous hébergez vous-même. Alors, on a effectivement les équipes, et je dois les saluer, elles sont pour le coup très compétentes. On a effectivement un cloud privé interne, qui a été développé par les équipes, qui est du K8S, full open source et qui est extrêmement agile pour le coup. Alors, ça c'est un aspect intéressant, c'est de voir, bon bah voilà, vous êtes fournisseur IT, donc par la même occasion, vous vous fournissez à vous-même, tout va bien, ça marche. Malheureusement, quand on dit que ça marche, bah pas toujours, puisque le 16 juin dernier, il y a eu un petit incident. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le lieu ici et puis je ne suis pas la bonne personne pour répondre puisque c'est vraiment le patron du réseau qui serait le mieux placé pour répondre. Mais si je peux faire une analogie avec le monde de l'aviation que je connais bien, généralement, quand on a un gros souci, alors dans l'aviation, malheureusement, quand un avion tombe, il y a des morts. Là, on n'a pas eu de morts. Mais c'est une corrélation d'incidents qui, à un moment donné, fait que c'est extrêmement compliqué à gérer. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a eu une corrélation d'incidents qui, pris un par un, étaient totalement gérables très rapidement, voire même invisibles de l'utilisateur final. Et là, il y a une corrélation qui s'est faite et qui nous a amené à la situation qu'on a tous vécue. De blackout. Exactement, avec un broadcast storm en fait, voilà, qui a nécessité effectivement... Donc là, il faut réinitialiser tout. Ouais, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas mon métier, mais oui, les équipes ont été extrêmement disponibles. On fait du 24/7 pour tout réinitialiser et remettre le service. Alors, bon, ce genre d'incident, Dieu merci, ça n'arrive pas toujours. Par contre, il y a quelque chose qui vous arrive, qui là vous concerne directement. Vous avez donc 26 millions de clients. 26 millions de clients, c'est 26 millions de factures chaque mois. Il y a une petite réforme là qui arrive, quelque chose de tout à fait sympathique qui s'appelle la facturation électronique obligatoire. Alors, bon, personnellement, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je pense que c'est un moment important pour les DSI pour pouvoir restructurer un certain nombre de process financiers. Comment vous abordez ce sujet ? Alors déjà, moi je suis arrivée chez SFR en janvier dernier. Le sujet était déjà parti depuis une grosse année chez SFR, donc ça a été pris extrêmement au sérieux par les équipes. Et notamment parce que c'est l'opportunité de refondre les processus, de remettre tout à plat. Et finalement, ce driver exogène qui est la loi, il faut qu'on se mette, nous permet, nous en interne, de revoir l'ensemble des processus, de travailler avec l'ensemble des métiers concernés et de tout refaire. Donc c'est bien dans cette dynamique-là qu'on est. Et donc c'est un sujet... Comment on fait ? On fait comme n'importe quel projet de système d'information. Là, je vais passer un petit message. On parle d'IT depuis le début de l'interview. Moi, je préfère parler d'AIS. Parce que ce qui est important quand on fait des technologies de communication et du numérique, c'est de faire du système. C'est pas de faire de la technologie pour la technologie. Et donc, finalement, je pense que la réussite de ce projet, c'est vraiment de faire un projet de système d'information. Donc, raisonner système avec les équipes, raisonner bout en bout, remettre à plat les processus et effectivement, en prenant en compte la législation pour être dans les temps et le gérer vraiment en mode projet, tout le monde autour de la table et d'aller chercher la valeur qu'on a besoin d'aller chercher. Et alors, du coup, ça signifie quoi pour vous exactement ? Parce que les équipes commerciales, par exemple, est-ce que ça va les impacter ? Est-ce que ça va impacter les financiers ? Concrètement, ça va changer quoi chez vous ? Alors, nous, c'est ce que je dis. Donc déjà, on travaille beaucoup avec les financiers, mais ça touche aussi beaucoup le B2B. À la limite, le grand public,
C'est du reporting. Ouais, voilà. Non, mais par contre, effectivement, dans le cadre du B2B, on peut avoir des clients avec des offres qui sont différentes, avec des modes de facturation qui sont différents, etc. Donc, il faut pouvoir adresser l'ensemble du spectre et encore une fois, le raisonner d'un point de vue process pour, à la fin, avoir une solution qui convient à tout le monde. Donc, c'est l'opportunité d'avoir des discussions avec les métiers, justement, qu'on n'aurait pas forcément eu autrement. Voilà. Alors, un point important avec cette réforme, c'est que du coup, tout ce qui va être donné de facturation va être structuré et numérique nativement. Et donc avec un seul format de facture. Du coup, ça vous fait une donnée extrêmement riche et ça nous permet de passer à un des sujets que vous avez abordé dans votre organisation, à savoir la data et l'IA. Alors, chez SFR, qu'est-ce que vous en faites de la donnée? Parce qu'il y a énormément de données chez vous. Alors, il y a un projet qui est parti déjà depuis quelques temps sur la partie grand public, où effectivement, pour pouvoir nourrir tout ce qu'on souhaite faire dans le cadre de notre projet interne de transformation qu'on appelle Imagine, où le but, on a une ambition que je trouve très belle, qui est de redevenir l'opérateur préféré des Français. Donc c'est facilement, c'est une jolie phrase et c'est très facile à retenir. Derrière, en termes d'ambition, ça se décline selon un certain nombre de projets. Bien évidemment, le NPS, c'est quelque chose qu'on suit maintenant avec un certain nombre d'actions avec tous les métiers pour pouvoir remonter la note SFR. Et bien évidemment, la data, elle est au cœur de ça, puisque, à titre d'exemple, quand un client SFR appelle le SAV, par exemple, c'est extrêmement important que l'opérateur qui va avoir au bout du fil la personne ait toutes les infos dont elle a besoin et avoir une vue 360 du client à qui il parle. Alors, traditionnellement, d'ailleurs, chez les opérateurs, je vous parle de ça, c'était même un quart de siècle, la data servait beaucoup pour les taux d'attrition, par exemple, pour le churn. Je suppose que c'est toujours le cas, surtout dans une situation à 4 opérateurs un petit peu concurrents. Mais au-delà, est-ce que vous avez d'autres usages que juste, on va vérifier si le monsieur il veut pas aller voir ailleurs. Oui, mais alors, j'allais dire, le fond reste potentiellement le même. Ce qui change la donne, c'est l'IA et la data qu'on peut justement capitaliser et traiter plus vite qu'avant, fait qu'on va pouvoir vraiment anticiper et gérer de la meilleure des façons. J'allais dire, je pense que les idées, on les a depuis longtemps, mais c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans d'autres industries. Ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec la data et l'IA grâce à toute le phénoménal avancé qu'on a en matière d'IT depuis une quinzaine d'années, nous permet de faire des choses qu'on n'imaginait pas pouvoir faire il y a 15 ans. Et surtout à des coûts de fonctionnement raisonnables. C'est ça, et à des vitesses qu'on n'espérait pas atteindre en fait. Alors, donc beaucoup de projets effectivement au service de vos clients. Quels sont vos autres projets, vos grands projets? Parce que c'est donc un système un peu ancien, vous l'avez dit, avec un cœur de l'IS qui est tourné vers le développement, ce qui est effectivement assez différent de beaucoup d'autres entreprises. Alors, globalement, aujourd'hui, c'est quoi vos grands projets? Justement, le projet de transformation de la DSI, c'est de voir, en gros, on a 900 applications. Oui, quand même. Ouais. Oui, mais c'est ce que je disais, c'est l'histoire. C'est l'histoire, voilà. Et c'est l'histoire qui fait aussi le succès de SFR, deuxième opérateur français. Donc moi, j'ai jamais insulté le passé. Néanmoins, on a un statut qui est qu'on a 900 applications. Donc l'important, c'est vraiment d'aller dans le détail de chaque application, de savoir par rapport à... Parce que la clé, c'est la data. Je voudrais revenir à juste ce qu'on a dit avant, mais je pense que le rôle du DSI aujourd'hui dans une entreprise, c'est de faire en sorte de fournir la bonne donnée au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne pour prendre la bonne décision. Donc, c'est très facile à énoncer. Après, on peut avoir un peu mal à la tête quand on essaye de le mettre en place et de l'exécuter, puisque moi, ce qui m'importe, c'est d'exécuter pour avoir du résultat et de la valeur pour l'entreprise. Donc, on est en train de regarder application par application pour essayer d'avoir en fait une espèce de tri entre celles qui sont vraiment legacy, on ne va plus y toucher et on va voir comment on les éteint, celles qui sont récentes, pas legacy, sur lesquelles on va capitaliser, mais il y a tout le ventre mou de la gaussienne, quelque part, où là, il va falloir voir comment on expose les datas qui sont clés pour le business de SFR, pour pouvoir après qu'elles soient au bon endroit dans le cloud
et qu'elle puisse être vraiment source de valeur pour les métiers en utilisant les bonnes IA en fonction de ce qu'on veut faire, sans oublier la partie processus, bien sûr, puisque ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, architecture et processus, donc en remettant l'architecture fonctionnelle au centre. Et donc par exemple de casser les silos, de réunifier tout ça. Exactement. Puisque je présume aussi que derrière ce genre de projet, il y a aussi une idée de rentabilité financière. C'est-à-dire 900 applications, ça coûte cher. Exactement, donc, exactement. Mais je ne souhaite pas, et ça j'en ai parlé avec les équipes aussi, ça les a sans doute rassurés, j'espère en tout cas. Moi, je n'ai pas une vision financière du parc applicatif au préalable. Je souhaite avoir une vision, encore une fois, architecture fonctionnelle, quel process ça nourrit. Et après, la rationalisation viendra de la discussion qu'on a avec les business sur la simplification, sur les façons de faire, etc. J'aurais pu arriver en disant, bon écoutez, on va réduire tout ça, on a 900 applications, on doit passer à 650, vous m'en trouvez 250, on les supprime et c'est fini. Je trouve que c'est un peu court comme façon de faire et en coupant dans les virages, on peut créer des vrais dysfonctionnements et du malheur à venir pour l'entreprise. Donc je souhaite vraiment qu'on mette l'architecture fonctionnelle au centre et qu'on ait les discussions avec les métiers pour prendre les bonnes décisions. Et est-ce que, par exemple, vous êtes amené à discuter avec les métiers sur les niveaux de service? Par exemple, bon, alors l'exemple classique, alors chez vous, vous êtes un peu en 24/7, mais l'exemple typique, c'est est-ce que j'ai besoin de faire une sauvegarde financière le dimanche à 5h du matin? Alors, bon, peut-être pas. Ça, pour le coup, c'est déjà le cas. Donc, les équipes de la DSI ont déjà un niveau de service applicatif exposé aux métiers. D'accord. Et les métiers prennent la responsabilité du niveau de service? C'est partagé en tout cas. Voilà, exactement. Mais après, je pense qu'il y a des choses qu'il faut revoir. Et surtout, un élément qui est important dans le scan qu'on est en train de faire de l'ensemble des applications, c'est aussi de ramener à combien d'utilisateurs on sert, combien de chiffre d'affaires ça rapporte, pour aussi redonner un peu des KPI, j'allais dire, réel business, qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, c'est-à-dire les 900 applications, elles ne sont pas toutes égales, quoi. Oui, voilà. Effectivement. Voilà. Alors, du coup, aujourd'hui, chez SFR, c'est quoi les défis que vous identifiez? Il va falloir que vous arriviez à surmonter. Alors, j'allais dire les défis chez SFR, il y a déjà le défi d'être un opérateur télécom aujourd'hui, en particulier en France, où vous l'avez souligné, la compétition est très ardue. Or, on est un industriel extrêmement technique et où il y a des attentes de nos utilisateurs en termes d'être à la pointe de la technologie. Quelque part, je vais utiliser un mot valise, mais que je pense moi, très important, et je viens du monde d'Asso, vous le savez, donc ça a une consonance très particulière chez moi. Mais un opérateur telco, il est souverain en fait. C'est-à-dire que si on imagine demain qu'il n'y a plus d'opérateurs télécoms, beaucoup de choses s'arrêtent. Et donc, on est dans cette espèce d'injonction paradoxale à avoir des compétitions sur les prix qui sont vraiment très féroces, mais des niveaux d'investissement qui doivent continuer d'être au même niveau. Donc, à un moment donné, effectivement, il va falloir trouver une martingale. Et effectivement, chez un opérateur telco, il y a deux grosses sources effectivement de CAPEX, d'investissement, qui sont le réseau, cœur de métier, et le système d'information, puisque vous l'avez dit aussi, aujourd'hui, du réseau, c'est de l'IT. Réseau virtualisé, je veux dire, mon collègue au COMEX qui gère le réseau, il gère aussi beaucoup d'IT et de systèmes d'information. Donc, l'enjeu, il est là. Donc, je reviens à mes 900 applications. Donc, il faut urgemment qu'on arrive à trouver des économies sur le run, puisque il faut qu'on investisse sur la data et l'IA. On a plein d'idées, on a plein de choses à faire, et donc il faut qu'on se le finance. Alors, vous l'avez dit, vous êtes passé par Dassault. Alors là, on va faire une dernière petite question, mais plus personnelle. Oui. Parce que vous avez donc fait de l'industriel et de l'industriel de défense, pas seulement, mais en grosse partie quand même, Dassault, des services avec Sodexo. Vous êtes aujourd'hui chez SFR, donc les télécoms. Entre deux, vous êtes passé dans une filiale Dassault qui est Dassault Systèmes, mais là, vous n'étiez pas à l'IT. Enfin, pas tout à fait. Non. Finalement, est-ce que vous avez eu le même métier tout au long de votre carrière? Alors, ce qui change, c'est... alors, la réponse est oui. La réponse est oui.
Et je voudrais juste revenir au démarrage de ma carrière qui est fondateur pour la suite et qui explique plein de choses. Moi, je suis devenue DSI par hasard. C'est-à-dire que je suis ingénieur télécom. J'ai démarré dans les médias, dans une filiale Thomson qui fabriquait des équipements pour la télévision. J'étais avant-vente. Voilà, j'ai installé le premier studio numérique France 2, enfin Antenne 2 à l'époque, avenue Montaigne. Et donc, j'étais très métier, technique, mais j'ai mis à la technique, mais côté métier. Et j'ai fait de la 3D, etc. Et je suis devenue DSI par hasard, puisque j'ai été recrutée par l'INA pour devenir DSI sur un projet de transformation qui était la numérisation du fonds d'archives. Donc un projet métier, avec de la valeur. J'ai appris du coup au passage la paye, toute la partie fonction support, l'IT traditionnel, les postes de travail, etc. Mais je suis devenue DSI sur un projet de transformation métier. Et c'est ce que je suis en fait. Donc du coup, quand après l'INA, j'ai rejoint Renault, j'ai travaillé avec Jean-Pierre Cornioux, on avait des projets effectivement de transformation interne de la DSI, mais orienté business, puisqu'encore une fois, l'idée, c'est quand on fait du système d'information, on doit créer de la valeur pour l'entreprise. Donc sur le fond, pour moi, un DSI, quelle que soit l'entreprise dans laquelle il est, il doit utiliser la techno, le numérique, les systèmes d'information pour créer de la valeur pour l'entreprise dans laquelle il travaille, en ayant les meilleures relations possibles avec les métiers, mais aussi en se positionnant de temps en temps comme le caillou dans la chaussure. C'est-à-dire que moi, une des phrases que j'ai dites en arrivant chez SFR, puisque comme on l'a dit, il y a beaucoup de développement, moi je ne suis pas à la tête d'une SS2I interne, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de discuter avec les métiers, de discuter process, de discuter architecture fonctionnelle et de voir comment je maximise la valeur pour l'entreprise, puisque pour revenir à ce qu'on dit régulièrement, mais c'est une réalité, je pense, pour un DSI, optimiser les gains pour une entreprise, ce n'est pas additionner des optimats locaux. Donc la notion de DSI transverse est extrêmement importante. Et après, effectivement, moi, ce qui me régale dans mon métier de DSI, c'est qu'à chaque fois que j'ai changé, il y a une nouvelle culture d'entreprise, il y a des nouveaux business. Donc effectivement, être opérateur telco, ça n'a rien à voir avec concevoir et fabriquer des avions. Mais ce que j'aime, c'est effectivement cette relation avec les métiers, comprendre les process, comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça, intégrer toute l'histoire de l'entreprise, parce que finalement, on pourrait se dire, ils sont tous pareils. Non, les process sont tous différents dans les entreprises aussi, parce que c'est l'histoire de l'entreprise, c'est les gens, et j'allais y venir. La réussite, finalement, des transformations et des transformations numériques et donc business, c'est bien d'embarquer la totalité des collaborateurs et des directeurs, et c'est pas un sujet technique, en fait. Et c'est ce qui fait que c'est le point commun de toute ma carrière, en fait. Même si à chaque fois, effectivement, chez Renault, c'était des voitures, chez Dassault Aviation, c'était des avions, chez Dassault Systèmes, j'étais en charge du service, mais quelque part, je gérais des projets de système d'information avec plein de clients différents, mais c'est de même nature. C'est arriver à comprendre la valeur qu'on veut aller chercher, l'expliquer, et une fois qu'elle est comprise, du coup, ça se passe beaucoup mieux et on gère beaucoup mieux les projets de système d'information. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Pascale Monrocher. Merci. Et puis donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous dire à très bientôt sur république-it.fr. Au revoir.